Bonjour à tous, dans cet épisode nous allons voir 3 périodes d'évolution des thérapies cognitivo-comportementales que l'on a nommées les 3 vagues des TCC. À la première vague, le prédécesseur de ce qui est aujourd'hui les thérapies cognitivo-comportementales était uniquement nommé thérapie comportementale et était basé sur les théories behavioristes. Le behaviorisme commence avec Pavlov, que vous connaissez tous, et son fameux chien de Pavlov, qu'il a réussi à conditionner pour saliver au son d'une cloche en faisant l'association du son avec le fait de lui donner de la nourriture. En termes techniques, on dit qu'un stimulus inconditionnel, l'os, faisait saliver le chien. C'était sa réponse inconditionnelle. On a alors associé un stimulus neutre, la cloche, avec le fait de lui donner l'os. Ce faisant, on associe le stimulus inconditionnel, l'os, et le stimulus neutre, la cloche. Et à force de répétition, le stimulus neutre est devenu un stimulus conditionnel qui provoque une réaction conditionnelle. La cloche fait saliver le chien. Ainsi, les thérapies comportementales de la première vague vont considérer que les symptômes sont des réponses conditionnelles qui ont été associées à un stimulus par apprentissage. Une expérience aussi historique que sordide dans l'histoire de la psychologie expérimentale est celle du petit Albert. John Watson et Rosalie Rayner décident de conditionner un enfant pour le rendre phobique des souris. Pour ce faire, ils décident de présenter à l'enfant une souris et de provoquer un bruit extrêmement violent qui va l'effrayer et ainsi l'enfant va associer à la présence de la souris une émotion de peur. Les résultats les attendaient au tournant et le petit Albert a été complètement traumatisé des souris, mais bien plus que ça, il refusait de s'approcher de Doudou et généralement de toute chose qui était blanche et velue. Bien que cette expérience soit regrettable, elle nous permet de voir que le conditionnement est effectivement une cause possible du traumatisme et voire de la phobie chez les êtres humains. Une autre expérience qui permet de l'illustrer est celle du petit Peter cette fois. Le petit Peter était phobique des lapins. Et notre chercheuse, Mary Cover-Jones, a décidé de développer une forme de thérapie pour supprimer la phobie et même rendre l'enfant heureux en présence de lapins. Pour ceci, il a suffi d'exposer régulièrement l'enfant à des lapins tout en lui donnant une gourmandise sucrée. Et à force de répétition, le conditionnement s'est inversé et l'enfant s'est mis à aimer les lapins. Après ces études de cas qui illustrent l'existence du conditionnement classique de Pavlov chez l'être humain, un autre modèle du conditionnement apparaît, c'est le conditionnement opérant de Skinner. Skinner avait une jolie manie de s'entraîner à faire tourner en rond des pigeons dans des cages ou à dessiner des infinis. Bref, il les rendait complètement fous à partir d'expériences simplistes qui consistaient à renforcer des comportements grâce à des récompenses et des punitions. Il a pu démontrer par exemple qu'un animal apprenait très vite à appuyer régulièrement sur un bouton si le fait de ne pas le faire risquait d'activer un plancher électrifiable sous ses pieds. Il s'est aussi amusé à montrer que des comportements complètement absurdes pouvaient apparaître chez un pigeon si on distribuait de la nourriture à intervalles aléatoires, le pigeon se mettant à croire que ce qu'il faisait, son comportement, était la cause de la récompense, et il se mettait à le répéter de plus en plus. On a donc ici une évolution du modèle du conditionnement classique dans lequel on ne considérait qu'un stimulus et la réponse qu'il provoquait. Ici, le stimulus provoque effectivement une réponse, mais cette réponse va avoir une conséquence. Et c'est cette conséquence qui va déterminer si l'individu va répéter cette même réponse ou non. On a donc des psychiatres comme Joseph Wolpe qui se mettent à considérer ces avancées comportementalistes afin de penser la thérapie. Ils développent un modèle d'inhibition réciproque afin de traiter les névroses. Ils basent ces thérapies sur le fait que certains comportements sont antagonistes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais survenir ensemble. Ils seraient contraires. Par exemple, si vous êtes très anxieux, cela risque de vous couper l'appétit, mais en même temps, de la même façon, le fait d'aller manger peut faire diminuer l'anxiété. Et ainsi, dans les années 50, se développe la thérapie comportementale. L'objectif affiché était de développer des méthodes d'analyse fonctionnelle du comportement problématique du patient afin de trouver par quelle méthode de contre-conditionnement on pourrait supprimer le comportement problématique. Ainsi se sont développées des méthodes de contre-conditionnement qui consistent à reconditionner la personne dans le sens inverse du conditionnement problématique, l'exposition qui consiste à exposer régulièrement une personne aux stimulus dérangeants
pour que celui-ci cesse de lui porter défaut. Ainsi, la thérapie comportementale va constamment essayer de chercher quel stimulus a bien pu être associé au stimulus dérangeant, tout en prenant en compte que, comme dans le cas du petit Albert, l'apparition initiale de la phobie peuvent se généraliser à d'autres objets. La deuxième vague des TCC est empreinte d'une influence cognitiviste. Le cognitivisme complète les modèles comportementalisme du behaviorisme en y intégrant le traitement de l'information qu'opère l'individu. C'est-à-dire qu'on ne va plus considérer seulement qu'un stimulus provoque une réponse, mais que c'est la façon dont ce stimulus est perçu et reçu puis traité qui va influencer la réponse d'une personne. Une des figures de cette deuxième vague est Bandura, qui a théorisé une forme d'apprentissage appelée l'apprentissage vicariant ou apprentissage social. Selon lui, nous n'apprenons pas seulement de nos propres expériences, mais nous apprenons de l'observation des expériences des autres. Ainsi, nous les imitons, nous apprenons que certaines choses sont dangereuses et d'autres bénéfiques. Un exemple flagrant est celui des mouvements de foule. Vous avez peut-être pu déjà voir ces vidéos dans lesquelles une personne se met à courir au milieu d'une foule immense, ce qui crée un mouvement de panique chez 2 personnes de plus, qui à leur tour vont créer un mouvement de panique chez une dizaine de personnes, et au final vous avez toute une foule de personnes qui se ruent vers la sortie en se piétinant dessus, alors qu'il n'y avait à la base absolument aucun danger. On pourrait aussi vous donner comme exemple d'apprentissage social, quelque chose que vous ne savez pas faire mais que vous savez comment faire. Si vous vous trouvez seul dans la nature et que vous avez besoin d'allumer un feu, vous saurez qu'il y a moyen d'essayer en frottant un bout de bois sur un autre bout de bois. Parce que vous avez dû le voir à la télé, dans des jeux télévisés comme koh ou dans des films de survie. Une autre figure de la deuxième vague est Ellis, qui considère que le comportement névrotique est dû non pas à une absence d'intelligence des névrotiques, mais au contraire est dû à leur intelligence, dans le sens où c'est leur capacité d'apprentissage qui leur pose problème, puisqu'ils ont appris à mettre en œuvre des actes inadaptés ou nocifs en basant un comportement élaboré sur des croyances erronées. Nous avons aussi Aaron Beck, qui lui va se concentrer sur les schémas de pensée au sein de la dépression, considérant que ce sont donc des mécanismes de la pensée, des mécanismes cognitifs qui viennent provoquer cette souffrance. Il essayait d'appréhender ces schémas en utilisant le dialogue interne ou encore les pensées automatiques. Après avoir vu la première vague des TCC qui se concentrait sur le comportement, la deuxième vague qui se concentrait sur les cognitions, nous entrons dans la troisième vague des TCC, centrée sur l'émotion et plus précisément sur l'acceptation de ces émotions. Dans beaucoup de cas de détresse psychologique, l'aspect émotionnel est douloureux. Les personnes vont alors subir leurs émotions et rentrer en conflit avec elles. Cette opposition face à une réaction qui n'est pas contrôlable, l'émotion, peut alors provoquer une expérience encore plus dérangeante, les faire adopter des comportements néfastes qui vont amener avec eux leur lot de situations désagréables. En bref, en s'opposant à une émotion désagréable, on peut empirer sa situation. Je vous conseille par exemple d'aller voir la superbe vidéo sur la boulimie de PsychoQuack, qui vous illustrera de quelle façon l'opposition à cette nutrition compulsive peut largement augmenter chez le sujet son envie de succomber à la tentation. Vous retrouverez donc la vidéo dans la description. Acceptons nos émotions pour mieux les dépasser. On pourrait dire que c'est le maître mot de la troisième vague des TCC. Les émotions sont vues comme des événements transitoires, car c'est ce qu'ils sont, incontrôlables. Et donc on apprend à faire avec lorsqu'elles sont là, en ayant confiance dans le fait que des émotions positives arriveront à leur tour, et qu'il ne faut ni culpabiliser, ni rejeter la situation présente au moment où elles surviennent. Cette troisième vague TCC inclut des techniques novatrices comme celle de la pleine conscience, qui est directement tirée de pratiques méditatives bouddhistes consistant à se concentrer sur l'instant présent sans chercher à le juger. Comme toutes les techniques des thérapies cognitives et comportementales, ces méthodes sont donc passées par des protocoles expérimentaux pour identifier comment la pratique de cette pleine conscience pouvait aider des personnes en souffrance psychologique en fonction de leur profil, de leur problématique. On comprend donc bien, le maître mot de la troisième vague, c'est l'acceptation. L'acceptation est définie par Hayes
comme une posture intentionnellement ouverte, accueillante, flexible et non jugeante à l'égard de l'expérience du moment. C'est accepter d'avoir mal quand on a mal pour cesser de souffrir de souffrir. Pour résumer nos 3 vagues des TCC, on a donc la première vague qui perçoit le symptôme comme un conditionnement, c'est-à-dire une association de son comportement avec soit le passé immédiat, dans le cas du conditionnement classique, c'est-à-dire qu'on a associé à un stimulus une réponse, stimulus conditionnel, réponse conditionnelle, ou sur un autre versant, le behaviorisme considère aussi l'association de notre comportement avec le futur immédiat, c'est-à-dire la conséquence de notre comportement. C'est le conditionnement opérant de Skinner. La deuxième vague, elle, va essayer de faire un travail sur l'interprétation, sur les croyances, etc. Et la troisième vague, elle, va essayer de laisser place à l'acceptation des situations douloureuses pour faciliter le changement, l'évolution de la personne dans sa vie. Dans les prochaines vidéos, nous rentrerons plus en détail dans le fonctionnement d'une psychothérapie en nous intéressant à un élément essentiel à toute psychothérapie, c'est l'alliance thérapeutique, l'alliance entre le thérapeute et son patient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous trouverez ici la playlist qui contient les autres vidéos sur la section des thérapies cognitives et comportementales et vous trouverez plus d'informations en description. Si la série vous plaît, montrez-le nous, abonnez-vous, likez, commentez, cela nous aide beaucoup pour être mieux référencés sur YouTube. Allez, on vous laisse et on vous dit à dans 3 jours pour la prochaine vidéo et bonne chance à tous!